Bonjour à tous, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. Nous abordons ici la partie 1.3 du chapitre intitulé Diversité et formation des roches sédimentaires. L'activité qui nous attend est celle-ci, et vous le constatez, il va y avoir de l'observation. Alors l'observation, c'est pas vraiment la chose la plus facile à faire à distance, sans échantillon réel sous les yeux, mais bon, on va se débrouiller, et vous verrez qu'avec un peu de volonté, rien n'est vraiment impossible. De toute façon, les roches sédimentaires, vous en avez déjà tous vu. En fait, c'est le type de roche que l'on rencontre le plus fréquemment à la surface des continents. Argile, calcaire, grès, sylvine, chalcédoine, charbon, phosphorite, conglomérats, bauxite. Ce sont juste quelques exemples de roches sédimentaires parmi la très très grande diversité qui existe. Vous remarquez déjà des couleurs, des structures, des textures très différentes les unes des autres et qui sont autant d'indices utiles pour les identifier. Alors, afin de faire ce genre de choses, j'aimerais replacer les roches sédimentaires dans une classification plus générale. On distingue trois grandes catégories de roches sur Terre. Les roches magmatiques, qui sont issues du refroidissement du magma, soit en profondeur, on les appelle alors roches plutoniques, soit en surface, à la faveur d'éruptions volcaniques. On a ensuite les roches métamorphiques. Ce sont des roches issues de la transformation de roches préexistantes. Alors on peut ensuite subdiviser ce groupe de différentes façons. Par exemple, les roches qui présentent ce qu'on appelle une foliation, c'est-à-dire une structuration en plans distincts, et les roches, au contraire, qui n'en présentent pas. La troisième catégorie de roches est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont bien sûr les roches sédimentaires, dont on va voir quelques exemples. Alors, on a vu précédemment que ces roches provenaient d'une roche-mère, laquelle subissait différents processus, altération, érosion et transport de débris et de particules solides, ainsi que d'ions en solution. Les particules, par simple gravité, finissent par se déposer, ce qui peut aboutir ensuite à la formation de roches sédimentaires dites détritiques. Les ions dissous, quant à eux, peuvent précipiter et former ainsi ce type de concrétion, ça c'est de la calcite par exemple. Il arrive aussi que des êtres vivants jouent un rôle dans la formation des roches, alors ce sont souvent des micro-organismes, mais pas toujours. Vous connaissez bien sûr l'exemple du corail, et ce que vous voyez ici, c'est un exosquelette calcaire produit par un animal. On parlera dans ce cas-là de roches biogènes ou de roches physico-chimiques, s'il n'y a pas d'intervention d'êtres vivants. Il y a un dernier cas de figure qu'il faut considérer, c'est lorsque la roche sédimentaire provient de l'enfouissement de biomasse, laquelle peut se transformer au cours de millions d'années pour donner naissance à des combustibles fossiles, comme le charbon par exemple. Alors tous ces cas de figure, on ne va pas trop en parler, puisqu'on va se concentrer exclusivement sur la lignée détritique, qui représente l'immense majorité des roches sédimentaires. Vous voyez aussi que j'ai laissé les ions en solution. Alors ils sont quantitativement minoritaires, mais ils jouent quand même un rôle dans la formation des roches détritiques, on le verra un peu plus tard. Ça. Si je résume, on a donc transport des produits d'érosion, généralement par l'eau, jusqu'à arriver à une dépression, un bassin, au niveau duquel les débris, les particules vont se déposer et s'accumuler en strates qui se recouvrent les unes les autres au fur et à mesure. On parle de sédimentation, encore une fois, c'est simplement l'effet de la gravité. Alors la transformation des sédiments en roches plus compactes, plus cohérentes, c'est ce qu'on appelle la diagenèse, et notre objectif, ça va être d'expliquer un peu comment ça se passe. Comment on peut passer d'une accumulation de particules à une formation rocheuse comme celle-là, par exemple, qui est beaucoup plus spectaculaire. Alors, avant ça, j'aimerais d'abord qu'on observe quelques roches sédimentaires, qu'on arrive à les décrire et à les classer. Pour ce faire, vous avez un tableau qui vous donne quelques critères d'ordre granulométrique essentiellement. Ça, vous l'avez dans l'activité et ça sera utile de s'y référer. Et à défaut de roches que vous allez pouvoir manipuler ou observer à la loupe, par exemple, je vous propose d'utiliser la plateforme Sketchfab qui est spécialisée dans le contenu 3D et dans laquelle on trouve des données géologiques si on cherche bien. Alors c'est accessible par internet, il y a une barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper des mots-clés, de préférence en anglais, et vous voyez qu'il y a plusieurs collections qui sont consacrées aux roches sédimentaires. Si vous êtes curieux, je vous ai mis ici quelques liens que vous retrouverez dans la description. N'hésitez pas à les explorer et à vraiment aller à peu près à l'endroit où vous voulez. Il y a aussi des paysages que vous pouvez aller voir sur Sketchfab. Dans l'activité, je vous invite à observer trois roches, A, B et C.
et ça va être à vous de les identifier. Alors je vous montre juste comment ça fonctionne avec la première, et puis vous aurez à terminer le travail chez vous bien sûr. Alors je clique sur la roche A, et je suis immédiatement dirigé vers Sketchfab. Donc j'attends que le modèle soit entièrement chargé, parfois ça prend un peu de temps. Vous voyez que l'image est encore un peu floue, voilà, là elle est devenue nette. Si l'image demeure floue, c'est que vous n'avez pas assez de mémoire sur votre téléphone, ou bien que vous n'avez pas assez de bande passante. Je vous conseille aussi vivement de faire ça sur un ordi, hein, avec une bonne connexion, et surtout une carte graphique qui ne date pas du siècle dernier. Alors, on a tout de suite un échantillon que l'on peut voir de manière assez précise, et on va pouvoir le manipuler, enfin on va pouvoir le déplacer. La petite aide là vous rappelle les 3 mouvements disponibles. Le premier, c'est un mouvement de rotation, d'accord, dans tous les sens. Donc il suffit de cliquer à gauche, puis en maintenant le clic gauche, de faire tourner le curseur. Le mouvement de zoom, c'est un double clic sur l'endroit où on veut. Et pour dézoomer, vous double-cliquez sur le fond. Et enfin, ça permet de déplacer aussi bien verticalement qu'horizontalement votre objet. Cette fois-ci, c'est un clic droit plus un déplacement simultanément. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je reviens à la vue caméra. Donc le premier mouvement qui est très intuitif, je clique à gauche et je tourne dans toutes les directions et je peux voir cette roche sous toutes les coutures. D'accord. Voilà, là j'ai zoomé sans faire exprès en double-cliquant. Je dézoome en double-cliquant sur le fond. D'accord. Donc rotation. Je peux aussi déplacer latéralement la roche, ou horizontalement, enfin comme je veux en fait. Hein. D'accord, en faisant un clic droit, donc ça peut être bien pratique hein, de combiner ces deux mouvements pour aller à l'endroit qui nous intéresse. D'accord. Voilà, alors, bon, vous voyez déjà un certain nombre d'éléments, bien visibles à l'œil nu, ce qui ressemble à des blocs relativement gros, hein, des galets, des choses comme ça, plus ou moins lisses, alors c'est difficile vraiment de savoir de quoi il s'agit. Alors au niveau de la taille, là vous avez de la chance, vous avez une échelle, c'est pas le cas sur tous les modèles. Regardez ici, là, cette distance-là, ça fait 1 cm, d'accord. Donc vous avez une roche là qui fait facilement 30 cm de diamètre. C'est pas vraiment une sphère, hein, vous voyez que c'est assez irrégulier. Donc des blocs, des graviers plus ou moins petits, des sombres, des clairs, des zones plus ou moins foncées, certaines qui semblent être un peu oxydées. Donc une association de débris de roche, on est typiquement dans une roche sédimentaire évidemment. Vous avez aussi des annotations, alors ça c'est pas le cas sur tous les modèles, mais vous pouvez voir ce dont il s'agit. Alors c'est en anglais aussi, là on vous dit que la matrice est riche en carbonate. La matrice c'est l'espèce de, de ciment dans lequel sont pris les débris, et c'est ce qui les rend cohérents les uns par rapport aux autres. Riche en carbonate, ça va être essentiellement du calcaire dissous, hein, CaCO3, on a vu cette molécule précédemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme information ici? Alors là, on vous dit qu'il y a des marques d'abrasion par le vent, donc ce galet là par exemple, enfin ce débris, il a des espèces de stries qui traduisent une érosion et ou un transport par le vent, d'accord. Si c'était dans de l'eau, on verrait pas ça. Donc ce bloc là a cette origine-ci. 4, qu'est-ce que c'est? Alors là on a alors class, ça va être c'est un débris de roche. Hein. On dit ici qu'il est subangulaire, c'est-à-dire qu'il est plus aussi anguleux qu'initialement, mais il n'est pas encore tout à fait rond, il n'a pas été totalement poli. Donc ça suggère un transport par l'eau, mais pas forcément très longuement, hein, sinon il aurait été plus érodé. Donc un transport court ou bien éphémère. Voilà, donc on peut faire le tour sur toutes les coutures. Vous voyez que c'est quand même plutôt précis. Et puis la dernière chose ici, waouh, n'importe quoi, hein, c'est un graffiti d'élèves, donc cette marque rouge n'a rien à voir avec un phénomène géologique, c'est bien sûr du sabotage tout simplement. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous invite maintenant à faire la même chose, donc à prendre en main Sketchfab, à aller regarder les 3 roches A, B et C que j'ai sélectionnées pour vous, et que vous devriez être capable d'identifier à l'aide du tableau fourni. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo les solutions. Donc cette vidéo vous sera accessible comme d'habitude en cliquant sur l'image à gauche de l'écran. D'ici là, bon travail!